L'idée aujourd'hui, c'est de parler de la conférence qu'on a fait pour le Geneva Digital Market, le GIF. Donc, on a parlé 45 minutes du live streaming. C'est une session, du coup, à la base, il va y avoir des industries comme des plateformes commerciales, comme Twitch, TikTok ou autres, mais malheureusement, ça a été décliné. Donc, on a fait une conférence sur un temps un peu plus long, ce qui n'était pas plus mal. Et puis après, il y avait une table ronde avec deux invités. Il y avait Fibo Tigre, Twitcher, et Sayed Finger, TikToker. Donc il y avait un débat sur autour de l'économie, des codes, etc. Moi, je trouve ça, déjà c'est intéressant, c'est la première fois que des Twitchers et TikTokers arrivent au GIF. Déjà, je pense que c'est intéressant au-delà de l'intérêt pour notre projet sur le cinéma en général, enfin, pour les personnes qui nous invitaient. Puis après, je veux aussi qu'on parle de nous, comment on a vécu la conférence, ce que ça nous a apporté, puis les contacts ou les possibilités avec ces deux personnes ou à plus long terme avec d'autres personnes que ceux qu'on a invités. Je sais pas qui. Comment vous l'avez vécu? Non, c'est vrai que je pense que le retour était. Il y a eu un bon retour en fait. Nous, on avait déjà fait l'année dernière avec Anthony, mais je crois que cette année, ça a été quand même bien plus. Mieux perçu, on va dire. Il y avait plus de monde ou moins de monde dans la salle l'année dernière? Pareil, 5-6 personnes. Ça y est, un point de vue public sur le GDM, mais ils en sont conscients, ils veulent améliorer ça l'année prochaine. Mais non, je pense que le retour a été bien. On a pas mal abordé, ce qui était surprenant parce que j'ai assez apprécié, c'est toute la partie spatiale en fait, qu'on m'avait pas vraiment abordé en amont. Là, on l'avait pas mal détaillé dans la presse. Et ce qui est cool, c'est qu'en Fibre Tigre, il est venu pour nous dire que lui, ça l'intéressait dans ces mécaniques-là, de dire comment est-ce que l'espace, c'est pas un espace pour parler de jeu, mais c'est un espace de jeu lui-même. Et ça, ce genre de toute petite mécanique-là, c'était sympa de voir que lui, ça l'intéressait. Moi, je pense qu'il y a du super feedback sur la presse en tout cas. Ouais, la presse et puis le projet avec des orientations assez. Le projet, c'est très stratégique. Les gens sont intéressés par la promesse. On a eu, si on fait un peu pour l'enregistrement aussi, on répète ce qu'on s'est déjà dit, mais qui est quand même bon à avoir entendu, c'est le retour du technicien. Très satisfait de voir une présentation comme ça après 4 années, je crois, ou 8 ans. 8 ans. 8 ans de présence sur place. C'était sa session préférée, on ne le connaît pas, il n'est pas obligé de le dire. C'est des petites choses qui ont été notables. Et il y a eu aussi quand même par la suite les 3 personnes qui sont venues, qui ont voulu déjeuner avec nous. Il y a eu celui qui bossait plus spécifiquement, qui a posé des questions sur l'IA aussi. Il y a eu pas mal de choses sur l'IA, sur la traduction. Bon, après ça, les questions-réponses, on les a, donc c'est dans l'enregistrement. Après, il y a ce qu'il y avait en off, les discussions la veille et le jour même avec Fibre et Lev. Ouais, ça, c'est très très lourd, ça. Les deux étaient intéressants. Beaucoup de retours. Ouais. Et rien que pour ça, il faudra que je reprenne les enregistrements. Même Par contre, c'est ça, c'est la question de. Alors, ça, je pense que c'est toi, Tibéri, ce que tu disais, c'est que on a fait un dîner en resto et on voulait tester un peu la flexibilité du coup des caméras, du micro, du setup dans des lieux publics, ouverts. Donc, c'est un peu le but aussi. C'est le pré-gif. Ouais, c'est ça, c'est pré-gif. Non, en plus, l'idée même de Polygrande, c'est vraiment de sortir dehors, d'être dans la rue, micro-trottoir, enfin sans tomber dans ce trottoir, mais d'avoir une certaine dynamique. On était combien à table? On était au début 7, 8, et après on a fini à 5 par contre, ça marchait mieux. On a galéré un peu à un setup, à trouver où mettre les caméras. Je pense que les caméras, ça allait. On n'avait pas le trépied haut, ça c'était peut-être ce qui a manqué. On avait le micro, donc on a aussi un micro. Moi je reste convaincu qu'un trépied haut est quand même bénéfique. À un moment ou à un autre. Même si on est limité avec 3 caméras, on est quand même limité. Mais non, les caméras on pourra en mettre plus. Je crois que l'application peut en supporter plus. L'application peut en supporter plus, ouais. Tu peux mettre 5, tu pourrais mettre 3, si on est 3 en plat. Là, ce qui manque, c'est le plan large où on est deux à parler. C'est-à-dire qu'à chaque fois, c'est une caméra sur une personne. Et dès qu'on a une conversation, ça. La limitation que j'ai eue, il faudrait vérifier si c'est pas la version pro qui permet après les capteurs. On l'achètera au pire, c'est pas grave. Juste être sûr que. Non, moi j'avais regardé et ce qu'il disait, c'était en gros, vous pouvez en mettre plus, mais on vous conseille de rester à 3 parce qu'après, d'un point de vue stabilité technique, de flux et tout le bordel, ça risque d'être un peu lourd. Non, mais du coup, le retour, c'est quand même que ce qu'on a enregistré, bon, la conversation, je pense que tout le dîner était ouf, qu'on a eu avec Lev et Tibre. C'est à mon sens peut-être pas exploitable parce que le son est un peu tout pourri et du coup on n'entend que dalle. Je pense qu'on arrivera à extraire. Non mais sur 2 heures on va réussir à extraire des trucs. Et puis on pourra le sketcher peut-être. Ouais, on s'était dit qu'on pourrait en faire une. Peut-être c'est pas une vidéo mais une diffusion sous d'autres formats. Et je pense que le côté un peu brouhaha, ça peut être sympa, mais dans une sorte de. Quand on fera notre vidéo récapitulative des 6 premiers mois par exemple,
Voilà, on aura 1, 2, 3 minutes maximum, un peu d'extrait comme ça, où avant ça aura été bien, après ça aura été bien, et il y a ce moment de pré-gif où effectivement on était ambiance restauration. Ça fera partie aussi des moments dans lesquels on était et où on a expérimenté, donc ce sera bien. Mais oui, pas les 2 heures. Moi, le gros succès, et c'est un tout petit détail, je sais pas si vous avez remarqué quand on a fait ce dîner-là, c'est que moi je suis arrivé, après vous étiez déjà sur place, vous étiez déjà avec Kibre et les 2 personnes du GIF. Mathieu et Sarah. Exactement, Mathieu et Sarah étaient déjà là. Moi je suis arrivé un peu sur place, et Lev est arrivé juste après, un peu après, et on a commencé à parler, on a beaucoup manipulé les caméras pendant le dîner, surtout au début, où ça bougeait, c'était chiant, l'iPhone, tout le bordel. N'empêche que vers la fin du dîner, donc après 1h30 qu'on était déjà à table, à un moment donné, je prends la caméra, je la bouge et tout, je dis bah tiens, je sais. Et là, elle m'a fait mais ça tourne ça? Je dis bah ouais. Et moi j'étais hyper gêné parce que je me suis dit mais il a pas été prévenu qu'on était en train de filmer tout. Pourtant, on a tout enregistré depuis le début. En fait, il a été on lui avait dit, je pense. Non, mais on l'a dit et redit, sauf que dans le bois et dans le fait que. C'est-à-dire que c'est assez discret pour permettre une liberté de parole. Exactement, moi c'est ça, c'est qu'il y avait une flexibilité, il y avait une liberté de truc, ce qui fait que personne ne s'est rendu compte qu'on avait éteint les caméras, personne ne s'était rendu compte que des caméras étaient là, et du coup on a vraiment pu avoir une sorte de liberté de la parole et vraiment une flexibilité qu'on n'aurait pas avec des gros standards pro. D'ailleurs, il a dit putain, mais les gars, va falloir tout couper parce que forcément, il y a eu plein de choses qui ont été dites qui n'étaient pas censées pouvoir être enregistrées. Mais ça, en tout cas, je trouve que c'était quelque chose qui a été. C'est assez. Ouais, non, le setup fonctionne. Ça, il est bon, le son là, il va pas dans le rouge et il est pas trop bas quand on parle. Les petites lumières là. Non, j'en sais rien, ça a l'air. Non, c'est après, moi j'ai appris plein de trucs. Tu veux que je te tourne? Non, regarde, ça va faire du bruit. Bah, ça va faire du bruit. J'ai appris plein de trucs sur l'économie du streaming. Ça, c'est cool aussi. Fibre et Lev, ils ont donné plein de chiffres. On ne pourra pas tout relayer publiquement, mais là, je trouve que c'était utile pour nous. Enfin, en tout cas, maintenant, on a des vrais contacts avec des influenceurs. Des ordres de grandeur des prix, comment est-ce que ça se vend. Et puis il y avait un réseau surtout qui peut nous servir. Comme on est non-profit, du coup on peut aussi s'intégrer. Fibre, il disait peut-être qu'on ne crée pas notre chaîne, mais on s'intègre dans d'autres chaînes. Ça peut être intéressant. Et par contre, il a de lui-même dit un truc qu'on avait envisagé, et donc ça pour moi c'était un peu aussi une vraie validation, c'est que le mobilier intéresse énormément les tuteurs qui ne travaillent pas du tout. Et que nous on n'a pas la communauté, mais si on apporte cette question-là spatiale et physique, en fait. Je crois qu'on a touché un vrai truc que personne ne fait. Qui peuvent se faire facilement. Alors, c'est sûr que la question du mobilier va devoir être, pas centrale, mais en tout cas va devoir prendre une place assez importante parce que non seulement on a les compétences, on a l'environnement, enfin on a tout pour mettre ça en place, en plus c'est là où on aurait vraiment une expertise et une légitimité. Mais par contre, moi il y a un des points qui m'avait plus, pas dérangé, mais que je trouvais un peu plus problématique, je ne sais pas comment répondre, c'est quand on disait incarner. En fait, on avait d'une manière de conceptuelle à dire voilà, on est entre deux mondes, sciences sociales et jeux vidéo. On a besoin de faire une passerelle entre ces deux mondes-là, et ça, pour ça, il nous faut une incarnation. Et à l'origine, ça devait être Lynn, et ça devait être une journaliste, un journaliste, peu importe, mais qui devait faire ce pont-là entre monde A et monde B. Là, aujourd'hui, on s'est posé la question, est-ce qu'on peut enlever l'incarnation d'une personne et la remplacer par l'espace lui-même? Truc un peu méta, un peu conceptuel, se dire voilà, c'est l'espace, c'est le mobilier, c'est le setup en mode escape game qui va pouvoir faire cette passerelle-là. Et là, moi, c'est là où il faudrait quand même réfléchir, c'est ce que a dit Tigre, il dit aujourd'hui, les gens, ils veulent de l'humain, ils veulent une voix, ils veulent une incarnation, et... Pas forcément de l'humain, mais une incarnation. Il disait qu'une voix off, ça peut marcher. Donc lui, dans son jeu de rôle, il a une IA vocale, et c'est le personnage préféré des gens. Oui, alors oui, c'est ça. Non, mais c'est ça. L'incarnation, c'est pas forcément un être humain, mais c'est une voix qui ressemblerait à un humain. Ça peut être genre Coco le perroquet, bah d'ailleurs, c'est ça, mais c'est pas un... Oui, c'est ça, un perroquet. Oui, voilà. Oui, donc ça peut effectivement être ça. Mais oui, l'espace suffira pas. De toute façon, ça on le savait déjà, et qu'il fallait peut-être une voix ou... Mais il faut travailler, travailler cette voix, quoi. Le ton, les questions, Il y avait aussi la possibilité que ce soit en fait ce soit une IA qui soit incarnée derrière, que ce soit vraiment une IA qui fasse ce travail d'intermédiation. La voix de Pascal Clark dans En aparté, voilà, des exemples, on en a évoqué pas mal. Après, moi je cite aussi, parce que c'était vraiment, je trouve, en écho à ça, pile le bon timing, le projet de Vitas. Ouais. Le projet de Vitas, tu as un aspirateur chamanique, tu as c'est pas une enceinte, mais c'est un mobilier pareil dans la pièce qui permet en fait de détecter les personnes. Ce qui joue un peu les escape games. Tu interagis avec comme un animal de compagnie. Comme l'escape game, où du coup quand on était bloqué dans l'escape game de Triptrap, on allait vers un écran pour avoir les réponses. Exactement. Il y avait une zone dans la pièce qui était dédiée à ça. Exactement. Et
pourrait y avoir un délai, il pourrait y avoir des indices qui arrivent à partir d'un certain moment de silence, à partir d'un certain moment. Enfin, il y aurait énormément de principes scénographiques. Il faudrait même s'approprier l'IA, pas se l'approprier, mais l'apprivoiser en fait, savoir à quel moment elle va parler, un peu comme une sorte de pity, tu vois. On ne sait pas comment les infos tombent. Après, on peut la déclencher à distance aussi. Et nous, on sera bien sûr, évidemment, comme elle faisait. Ouais. Il y a un truc de jeu de l'IA d'ailleurs, j'ai découvert ça. On a fait l'exercice en cours il y a 15 jours avec Chloé, où on parlait de. Je sais plus si c'était sur la censure. Ouais, je pense que c'est un truc sur la censure. Et en gros, c'était comment est-ce qu'on peut hacker un peu les IA en mode jeu. Et en fait, ça s'appelle. Alors, je retrouve le nom. Mais en gros, Tania dit le but c'est de trouver le password et de dire c'est quoi le mot de passe. Et tu demandes de voir le mot de passe. Elle dit bah non, je peux pas, je te donne le mot de passe. Bon bah est-ce que tu peux me l'épeler? Alors niveau 1, elle fait ah ok, elle te l'épelle. Après elle dit bon bah est-ce que tu peux me dire, mais est-ce que tu peux me le dire à l'envers ou en disant non binaire. En fait du coup c'est un jeu contre une IA. En fait t'es en train d'essayer de battre une IA et les niveaux sont de plus en plus durs. À la fin c'est vraiment hardcore quand t'es obligé de passer sur des trucs. C'est quoi la première lettre, est-ce que ça exprime genre un arbre et du coup c'est la première lettre du truc, enfin, t'es vraiment obligé d'être un peu sournois et c'est un peu rigolo parce qu'on arrive à créer un jeu, une dynamique de jeu avec une IA et là elle est vraiment personnifiée, je vais essayer de la battre ou j'ai essayé vraiment de la dépasser, donc il y a cet effet là qui peut être cool, mais après ça devient un peu... Non moi j'aime bien, ouais mais cela dit si on y arrive c'est exactement l'équivalent de ce qu'on a fait chez TrickTrap pour une IA, pour une interaction avec une IA, pour une interaction avec cette voix incarnée qui doit être... Comment elle se fait l'incarnation? Elle se fait par l'interaction, elle se fait par le fait qu'elle existe, qu'elle a une présence, qu'elle a qu'elle réagit, qu'elle fait des blagues, elle témoigne d'une certaine émotion. Enfin, émotion, évidemment, tout ça sera aussi amené par nous, mais ce type de petit jeu, je trouve, fonctionne très bien. Ça fait penser à tout ce qu'on faisait quand on était en colonie de vacances et qu'on avait comme ça des sortes de jeux de pistes, d'enquête un peu. Chose qui a fonctionné aussi dans la conférence, on a changé complètement l'ordre de l'argumentation et on a commencé par un chiffre qui a parlé vraiment à tout le monde. Ce chiffre les articles scientifiques sont lus par maximum 10 personnes en moyenne en sciences humaines. Et ça, c'est un truc qu'on n'a pas amené avant. Je crois que c'est Cici qui nous donnait une idée. Ça a vraiment parlé à tout le monde et que 82% des articles ne sont jamais cités et que 20% des articles cités ne sont jamais lus. Enfin, c'est des chiffres clés qui vont être montrent qu'il y a vraiment un vrai problème dans les sciences humaines et que nous, on veut résoudre au moins en partie par le projet. On avait aussi intégré le fait que Douglas ait mentionné que les objectifs à la fin, du coup, on attendait. Ouais, c'est ça. On était un peu en allée. On a changé tout là, on a tout repris, ouais. Et après, ce qu'a dit Fibre, en fait, par contre, et c'est là pour moi la critique la plus dure et je sais pas trop comment faire. Par rapport aux jeux vidéo. Ouais, il disait qu'en fait, notre projet fonctionnerait mieux sans le jeu vidéo qui nous amène une dimension peut-être trop complexe. Il disait juste de faire du tweet d'articles scientifiques ou des TikTok, ça pourrait suffire parce que déjà presque personne ne le fait. Mais c'est là où je suis d'accord, mais en même temps, après, je sais pas si le projet m'intéresse le jeu vidéo. Après, c'est vrai, ça c'est une problématique, c'est qu'on est parti d'un postulat de dire c'est jeux vidéo, sciences sociales, donc c'est deux mondes qu'on rassemble, et ce que Fibrotique avait l'air de dire, c'est de dire non, votre sujet c'est sciences sociales, mais vous allez transformer les sciences sociales en jeu pour les faire comprendre et pour les communiquer. C'est cool, mais le problème c'est ça, c'est de dire c'est un autre projet, c'est notre idée. Après la question c'est est-ce que j'avoue que j'ai pas du tout de réponse sur le positionnement du... Parce qu'en fait, ce qu'il a relevé, c'est que nous, on avait déjà une double complexité en fait, dans cette rencontre-là. En fait, pour lui, la médiation seule des questions de sciences humaines est déjà un enjeu et il y a déjà de la demande. Il disait déjà sur Twitch, il n'y a aucun chercheur qui vient en sciences sociales, et déjà, juste si on veut venir les chercheurs, même si c'est nul, déjà vous serez les seuls à le faire. Donc effectivement, sur rajouter la dimension interaction avec un jeu est une étape plus complexe et peut-être une étape de... On a 18 mois, hein, donc c'est peut-être aussi... Il a bien insisté là-dessus, il a dit déjà pour faire votre émission, invitez un chercheur. Oui, il disait dans ce premier temps, on peut faire sans le jeu vidéo. Ça, c'est pourquoi pas. Tester un truc pour voir comment il vous en parle, comment vous rebondissez par rapport à ce qu'il dit, les connexions que vous pouvez avoir peut-être après avec des justement... Ça pourrait peut-être démarrer de façon plus simple, peut-être on avait juste des chercheurs. De toute façon, les chercheurs, on est sûr de les garder, sinon le projet il n'a plus aucun sens. On peut peut-être démarrer quelques chercheurs. Non, mais après, est-ce que le jeu vidéo il n'est pas là aussi pour illustrer? Toi, quand Tony, tu fais dans la présentation qu'on met en parallèle Candy Crush et ça marchait très bien, ça aussi. Ça marchait très bien. Ces slides, ils étaient hyper. On les attendait. Du coup, c'est pas de dire on va apporter la culture du jeu vidéo dans les sciences sociales, c'est juste de dire on va peut-être inviter un chercheur, on va dire mais explique-nous ton milieu à travers un jeu vidéo, à travers Candy Crush. Du coup, on lui montre Candy Crush, on lui montre ce genre de truc vidéo, on lui dit
mais explique toujours. On le confronte à des séquences, ouais. On le confronte à des séquences, on avait dit de faire des parcours type. Et là, on tombe sur les vidéos de réaction comme sur Twitch. Ouais. Et du coup, c'est peut-être de dire, est-ce qu'on prend la forme du jeu qui nous sert à expliquer un fond de sciences sociales, et là, du coup, ça marche assez bien. C'est simple à mettre en œuvre en plus. C'est simple à mettre en œuvre et ça marche. C'est plus simple et on ne renie pas complètement l'approche qu'on avait de s'appuyer sur ces éléments-là de la culture du gaming pour faire le pont avec. Ce que j'ai fait une fois dans Back Office, on avait interrogé un chercheur hyper pointu en IA, comment il s'appelle, je connais plus de la Jean Lassagne. Merci beaucoup, Jean Lassagne. Et du coup, nous on avait le design, du coup c'était trop compliqué, on ne voulait pas qu'il nous en parle d'un truc épistémologique trop compliqué. Et du coup, on lui avait imprimé des travaux de design graphique avec de l'IA, et en fait on a fait réagir, on lui a montré une image, on a dit vas-y, qu'est-ce que tu en penses toi depuis ta pratique quoi, de chercheur? Et ça avait super bien marché. C'était tout simple comme idée. Et tu l'as déjà fait en fait. Limite c'était un prototype ça. Ouais. De présenter des séquences. Parce que si on était à réagir sur des projets de design, en fait après pour notre revue ça aurait été hors sujet. Quoi. Et donc en fait, peut-être qu'il faut juste faire réagir les chercheurs à des jeux. En fait. Je trouve que ça se visualise bien. En plus après on peut même avoir plusieurs jeux par un seul jeu. Et du coup on peut même découper en petites séquences, ça peut être Candy Crush à un moment donné, un autre jeu plus tard. Ouais, ou les séquences comme on a commencé à dire avec GTA, avec Tekken, avec des sagas comme ça, tu peux avoir des évolutions. Comme ça on s'évite la partie assez lourde de faire jouer la personne. Ouais. Peut-être qu'il peut jouer éventuellement, mais c'est pas central dans la mission. Quoi. Mais du coup ce qui va manquer c'est la dynamique. La dynamique et l'interaction. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il y a deux personnes sur scène, enfin deux personnes dans l'ensemble, qui se confrontent. Ça, on l'aura plus tard, mais juste pour commencer, peut-être. Non, mais on peut aussi inviter deux chercheurs. Ça peut être, tu prends Nicolas Nova et Étienne Miner, ils arrivent, on va apporter deux regards sur une même thématique en fait. Ou après, ceci dit, on peut quand même avoir une personne spécialiste de jeux vidéo qui discute, mais on fait réagir les deux sur les extraits de jeu. Il y en a un qui sera spécialiste et l'autre pas. Non, ou alors on fait réagir le chercheur en jeu vidéo sur les extraits du chercheur en sciences humaines, d'articles ou de conférences, et inversement. Mais moi la question c'est double réaction. C'est quoi le sujet en fait? En fait j'ai envie de te dire, peu importe qu'on ait jeu vidéo ou sciences sociales, c'est de quoi ils vont parler, c'est quoi le sujet? Est-ce que le sujet, c'est là où je rejoins Philippe, est-ce que le sujet c'est de prendre des sujets complexes de sciences sociales et en gros les vulgariser ou les médiatiser de la façon? Et c'est en gros, on peut faire ça avec n'importe qui en fait. Le but c'est de vulgariser des thématiques de sciences sociales. Il disait que ça c'était déjà pas suffisamment fait quoi. Il disait les articles scientifiques, il n'y a personne qui le fait vraiment. Manon Bril l'a fait, elle prenait des articles qu'elle vulgarisait sur YouTube. Elle avait un format comme ça. Quand tu posais la question là, c'était parce que qu'est-ce que tu ne voyais pas avec ce format-là? Si c'est ça, qu'est-ce qui manquait dans ce que tu cherchais à dire? J'ai pas compris où tu voulais en venir, le fait que si on fait ça, tu disais qu'il y a des sujets où je peux te dire un truc quelle est la thématique, l'objectif? Parce qu'à un moment donné, c'était de dire, à l'origine, c'est de dire voilà, il y a un expert, il y a d'un côté un monde, c'est le jeu vidéo, ils ont une expertise, ils ont un monde à eux, ils ont une culture à eux, et ça, ils vont apprendre leur monde, ils vont expliquer leur monde à un autre monde en face qui est les sciences sociales qui ne comprennent rien. Donc il y en a un qui apprend quelque chose à l'autre, mais les sciences sociales vont aussi apprendre. Donc les deux sont dans des vases communicants d'échange de savoir. Ce que Fibrotique nous dit, non, le jeu vidéo, on s'en tape, en gros, on l'enlève, c'est juste vous prenez les sciences sociales que personne ne comprend rien, et vous allez les expliquer à un monde de Twitchers qui regardent ça. Du coup, le jeu vidéo n'existe plus comme thématique de pensée, il existe uniquement comme forme pour expliquer. En gros, je t'explique la relation à la vie ou à la mort avec GTA. Mais donc là, ça va, c'est unidirectionnel. C'est-à-dire qu'avant, il y avait un échange qui allait dans les deux sens, alors que là, c'est plutôt des sciences sociales qu'on amène dans un environnement avec une forme. Donc c'est vraiment le fond vers une forme. Je sais pas, parce que si on confronte Yves Citon à Candy Crush, forcément, il va réagir par rapport au jeu, et lui-même, ça va se faire l'interroger, de dire, mais qu'est-ce qui dans ces jeux, j'ai pas vu dans mes articles, par exemple, tu vois. Oui, mais ce que je disais dans le changement, c'est est-ce que on s'adresse du coup à une communauté, c'est à qui on s'adresse? Le public, parce que là, le public il change. C'est que dans un cas, là, à mon sens, les sciences sociales elles disparaissent en termes de public. Les chercheurs disparaissent en termes de public. Parce que c'est Yves Citon qui va effectivement réagir, il va peut-être apprendre des choses, c'est très intéressant pour les chercheurs, mais la vulgarisation, elle est avant tout, et c'est le propre de la vulgarisation, elle est propre des personnes qui ne sont pas expertes de ce je sais pas comment ils disparaissent. Qui disparaît? Les chercheurs, en termes d'audience.
le chercheur. Oui, parce que c'est vulgarisé. Ah oui, je comprends. Que les chercheurs, ils n'ont plus d'intérêt à Mais le chercheur, il n'a plus rien à apprendre. Le chercheur, il doit apprendre sur le jeu vidéo. Il n'a pas à apprendre ce que. En fait, on intéresse au jeu vidéo le chercheur qu'on invite, mais par contre, un public de chercheurs n'aura pas vraiment intérêt à l'émission. Exactement, parce qu'ils n'ont plus rien à apprendre. On leur vulgarise leur monde à eux. Après, peut-être pas, parce que les sciences humaines, c'est large, et si tu es anthropologue, tu connais pas forcément la philo. Oui, d'accord, mais. Tu pourrais lire l'article scientifique de base quand tu es chercheur. C'est ça. Pas forcément l'habitation, sauf que peut-être qu'on propose une forme plus courte, enfin, voir Twitch, peut-être ça peut être plus long. Oui, quel est l'intérêt pour le public chercheur? Le chercheur, c'était leur faire découvrir un monde qu'ils ne connaissaient pas, c'est leur dire le jeu vidéo, c'est un monde incroyable. Venez apprendre de ça. Est-ce qu'ils auront plus envie de découvrir le jeu vidéo que leurs propres collègues d'une discipline un peu proche, si jamais... Un argument fibre, c'est-à-dire les enfants. Les chercheurs ont des enfants. Et ça peut être un argument de dire les enfants vont comprendre ce que vous faites. C'est pas que les chercheurs, c'est ça devient une niche, ça devient un peu morgane. Non, mais après, ça peut être cette question d'échange et de ping-pong en fait. Imaginons qu'on regarde que les extraits où Citron réagit à Candy Crush et amène autre chose qu'il n'a pas dit dans les articles par rapport aux jeux vidéo. Ce ne sera pas toute l'émission, mais il y a forcément des parties qui vont être là-dessus. On coupe ces parties-là, on refait un montage, et ce montage-là peut avoir un vrai intérêt pour les chercheurs. Pas qu'on explique son bouquin, mais quand il réagit vraiment, quand il découvre des nouvelles choses grâce au jeu. Non mais tout peut avoir un intérêt pour tout le monde devant la forme. C'est pas ça. À un moment donné, je pense qu'il faut avoir un cœur, un concept extrêmement fort, dire une phrase, dit qu'est-ce qu'on va faire, et de dire on va vulgariser les sciences sociales en utilisant le jeu vidéo comme support de conversation. Peut-être ça suffit. Ça c'est clair. Ça tout le monde comprend, c'est clair, c'est une phrase, c'est on prend les sciences sociales qui sont imitables et on dit prochain. Après, que ça se décline d'autres choses, d'accord, mais ce qu'il faut, à mon sens, c'est arriver à une certaine pureté entre guillemets de la... Peut-être qu'intéresser les chercheurs, dans un premier temps, c'est trop complexe et on regarde, c'est pas grave. Et peut-être que c'est vraiment une étape. Et puis on verra plus tard pour le bidirectionnel. Après, moi, peut-être on peut le faire aussi en quinconce. C'est-à-dire que si on fait un chercheur qui regarde des extraits de jeux vidéo par rapport à une thématique sur laquelle il a écrit, on peut très bien envisager qu'un joueur hardcore d'un certain jeu aussi, soit sur par exemple si on a déjà parlé, mais aussi que nous dans ce travail de médiation qu'on fait, on a aussi pris l'article pour le rendre accessible à un joueur et que quand il joue, ça va dans l'autre sens quoi. Oui, mais là où on arrive, c'est que pour moi du coup c'est deux projets avec deux formes en parallèle qui ont absolument rien à voir. C'est-à-dire d'un côté tu vas dire ok, on prend les sciences sociales qu'on va expliquer aux gamers. Pas compliqué, on invite un chercheur dessus, on va dire tiens tu vas jouer, tu vas utiliser des codes, on va faire peut-être des formats plus courts, on va faire un truc un peu fun, un peu plus rigolo, enfin ce genre de truc, et forcément c'est diffusé où? Sur Twitch. On diffuse sur Twitch ou sur TikTok parce que on veut s'adresser à ce public-là. Par contre l'inverse, de dire on veut apporter la culture du jeu vidéo aux chercheurs. Déjà on quitte Twitch, on quitte TikTok, on est obligé de repasser sur Zoom, même pas sur Zoom, on est obligé de passer sur des articles de recherche, donc un post médium, un truc long, un texte. LinkedIn, qu'on doit publier, enfin, du coup ça devient tellement différent, tellement usine à gaz, on va dire, en termes de setup, on est sur deux flux, et c'est l'idée, c'est de se dire, est-ce qu'on fait deux flux en parallèle, en mode Zoom, Twitch à la fois? Mais le problème c'est que moi, c'est de A à B ou de B à A, ça implique deux formes tellement différentes. Moi je pense qu'on essaye déjà de faire une direction bien, et après on verra. Après, ça pourrait être aussi une émission sur deux, mais ça devient, pour moi, ça devient une communication. Est-ce que c'est un site web où on communique sur un site web? Je pense qu'on reste pour l'instant que sur la direction qui nous intéresse le plus, c'est celle-là, c'est des chercheurs vers les gamers, on est d'accord. Donc faisons déjà celle-là. Et c'est ça qui a le plus de potentiel. Bien sûr, et après on verra dans l'autre sens. On verra plus tard, on trouvera un truc. Pour le temps. Et puis ça se trouve, c'est pas la priorité pour l'instant. Les chercheurs qu'on a en tête, c'est des chercheurs qui sont pas ceux qui en fait vont s'y intéresser parce qu'ils sont déjà plus dans les questions de gaming et ça va venir naturellement prendre le relais. Moi ça me va très bien, ça nous a une grosse difficulté. Faisons déjà ça bien. Franchement, si on arrive déjà à faire réagir les chercheurs à des jeux et à intéresser un public large, franchement pour moi le projet il est déjà réussi. On a un vrai truc. C'est celui qui a le plus de potentiel, très clairement. De toute façon, il y a un problème d'audience. Bien calibré et d'audience pour les académiques ou autres qui s'adressent qu'à des pairs, si déjà, d'ailleurs c'est le point de départ de notre conférence, les articles ne sont pas lus, ils ont lu pas 10 personnes, si déjà on résout un peu ce point-là, on aura déjà fait une marche énorme. En fait c'est limite ce point-là qui suffit, d'ailleurs ça fonctionne. D'ailleurs moi j'étais très surpris de la manière dont Fibrotique est hyper violente sur Twitch en fait. Il nous dit mais 90% de ce qu'il y a sur Twitch c'est la merde. Enfin il a dit clairement, il dit mais à un moment donné on a beau dire oui mais c'est super, non mais il a dit c'est de la merde. Et même le jeu vidéo, vous disiez le jeu vidéo, attention, vous le romantisez que les gens indépendants, mais le jeu vidéo, la plupart des jeux c'est des pièges à monnaie sur téléphone. C'est juste mercantile. Exactement. Donc de dire on prend
les sciences sociales qui sont lues par personne, dont tout le monde s'en fout, enfin, je sais pas si tout le monde s'en fout, c'est juste que c'est imbitable, mais bon, c'est souvent lié. Hein. Et on les amène progressivement dessus, et en plus, c'est vraiment ce que fait l'EN avec la philo. Donc dans cette thématique-là, ça marche hyper bien. Bah, c'est ce qui a le plus de potentiel. De toute façon, tous les exemples qu'on a pris, c'est dans ce sens-là. Manon Bril, Lève, Sciences de comptoir, Haute Fabre, Haute, c'est toujours des chercheurs vers le grand public. Et c'est pas la pop culture vers les chercheurs, quoi. Bah, du coup, ça pose la question, est-ce que de la pop culture vers les chercheurs, c'est pas plus intéressant ce côté, parce que le problème, c'est mais il y a un côté aussi qui est un peu caricature, c'est de dire on va apporter l'intelligence chez les débiles, et ça, c'est quand même, c'est pas possible. Non, parce qu'on peut quand même argumenter qu'on transforme l'invité grâce aux jeux vidéo. Alors certes, peut-être pas les autres chercheurs, mais notre invité, quand il aura quitté notre émission, il verra différemment les jeux vidéo. Oui, mais à mon avis, c'est important quand même de montrer vraiment le jeu vidéo, c'est une vraie culture en soi, c'est un truc hyper intéressant. On peut vraiment étudier énormément de sujets de société à travers le gaming. Et déjà, le fait la vulgarisation sur les jeux, on a. Mais déjà, le fait d'inviter les chercheurs dans l'émission, c'est ce qui s'est fait critique. Thinkerview, aujourd'hui, les gens veulent venir dedans. Tout le monde veut venir. Et de dire si demain notre émission elle est assez connue, les chercheurs veulent venir dans notre émission qui parle de jeux vidéo, bah dans un sens, on aura bien fait venir la culture jeux vidéo chez eux. Tu vois? Si demain les enfants regardent notre émission et qu'ils disent ah papa va passer là-dedans et tout, et le papa par contre il sait qu'il devra se confronter à des jeux vidéo en regardant l'émission. Et il y a peut-être manière, on parle de jeux vidéo, mais il y a peut-être manière de les faire se confronter au jeu. Le jeu, c'est ce qu'on disait avec des jeux de cartes, avec des petits principes de mécanique d'interaction qui seraient, indépendamment d'un jeu vidéo, déjà des dynamiques de jeu. Mais je pense que on parlait de l'expo là, je leur dis aussi l'expo, si tu peux aller la voir. Je pense que la direction vers les chercheurs, on la trouvera. Ça peut être, on la trouvera, mais je pense pas qu'il faille démarrer là-dessus. Non, moi, ce que je disais, c'est, à mon sens, ce qui est important, c'est que les chercheurs arrivent dans une certaine forme d'humilité, dans un environnement qu'ils ne maîtrisent pas. Et pour ça, il faudrait quand même éviter ce truc du vous avez la forme, j'ai le fond. Et c'est juste ça en fait qui me dérange un peu, c'est de se dire j'ai l'intelligence, oui, vous avez la bonne manière de le vendre, je viens chez vous, quoi. Parce qu'après tu es là, mais alors ok, ça pourrait marcher, parce que je pense qu'il y aura pas mal de vues, mais on veut aussi faire découvrir, ce qu'on veut, c'est on veut casser ce qu'on montrait avec les trucs avec Macron, de dire le jeu vidéo ça rend débile, le jeu vidéo ça rend violent, enfin tous les poncifs qu'on entend depuis. Mais ça, on va l'aborder dans l'émission. On va l'aborder. Si on a des spécialistes de jeux qui viennent parler, etc., il y aura bien un dialogue qui va se faire. Après, la question, c'est comment on amène une audience de chercheurs dans l'émission. On ne peut pas tout faire en même temps. Enfin, c'est compliqué, quoi. On ne peut pas tout faire en même temps. Comme tu dis, ce sera forcément des supports différents pour les chercheurs. Mais c'est quand même le terme de revue. Hein. Fibrotique, il disait il faut que vous fassiez comme une revue. Oui, mais d'ailleurs, ce qui peut être pas mal, c'est de se dire. On va revenir. En fait, ce qui peut être hyper cool, c'est de se dire le chercheur, j'imagine Citon qui vient. Il arrive sur une thématique, il va vulgariser entre guillemets, enfin il va parler d'une thématique qu'on définit, la guerre, la paix, enfin ce que tu veux. La guerre c'est la paix, en tout cas Orwell. Il fait ça pendant 1 heure, 1 heure et demie, avec des jeux, les gens regardent ça, et les gens ils aiment bien, parce que toi ils galèrent un peu, genre truc. Ce qui peut être cool, c'est restitution. Et qu'à la fin, ça peut être hyper cool, c'est qu'on demande à Citon d'écrire ou à chaque invité en fait, à chaque invité on dit est-ce que vous pouvez nous écrire après, prenez le temps que vous voulez, 1 mois, 2 mois, un petit papier, un petit article, une petite page à 4 sur votre expérience là-dedans, qu'est-ce que ça vous a inspiré, truc. Et ça, par contre, ça peut être publié, ça peut être redonné après à d'autres chercheurs, en disant voilà, moi j'ai participé à cette émission-là, j'y suis allé pour expliquer mon bouquin, mais de manière un peu vulgarisée pour d'autres personnes, j'expérimente ça, mais ça a été surtout un apprentissage. Et le fait qu'un chercheur dise ça a été un moment d'apprentissage, ça permet aussi de montrer l'humilité qu'il a dans ce milieu-là, et dire j'ai appris des choses par rapport à ça. Et les spectateurs, donc en gros les gamers, vont dire ah c'est cool parce que toi, même les chercheurs qui vont nous expliquer des choses, ils apprennent de nous, ils apprennent de notre monde, ils apprennent de notre environnement, et lui après il le restitue après en disant ah, c'est ça le contrat. Le contrat c'est vous venez, on fait une émission dans l'article. Et après, on vous précommande, et limite, on a le budget, est-ce qu'on peut le payer? Oui, on a le budget pour le payer. On dit voilà, on vous paye un article, une page à 4, un truc hyper simple, un truc assez lèche. Ça serait quoi un budget d'article à 4? Non, mais si on prend 10 000 signes, ça peut être 300 francs. À peu près. 300 francs, c'est là au cours de quelques pages. C'est que dalle. Après, donc, il y a quand même, on en revient à cette question de comment on leur fait
expérimenter ces situations. On le publie où? Ça peut être sur la revue de l'école ici? Ah bah faut taper Medium, tout, scientifique. Oui, on mettra à plusieurs endroits. Le Medium c'est relou maintenant parce que de plus en plus t'as plus d'accès. Le problème de Medium c'est que c'est pas d'école académique. Non mais bon après on trouvera. On trouvera, c'est pas... Mais on est d'accord. Ça pourrait faire un petit dossier à multitude même, ça pourrait être drôle. On publie des témoignages de multitude. Non mais ça, oui déjà, et puis ça peut être même, là c'est là où notre site pourrait intervenir, dire voilà, Play to Learn c'est quoi? C'est des gens qui viennent se casser la gueule dans un truc et après qui parlent de leur expérience quoi. En gros, je suis allé faire mes vacances à Bali et après je vais faire un blog pour parler de mes vacances. Mais donc, on est d'accord qu'il y a bien l'importance du type de vacances que c'est. Qu'est-ce qu'on leur fait vivre et faire pour qu'ils aient quelque chose à raconter derrière. C'est pas con parce que du coup, c'est leur médium de prédiction, c'est le texte, et du coup, on les confronte à l'émission dans leur médium. Le médium du chercheur, c'est le texte, majoritairement. Et donc là, on en revient à nous, notre médium aussi, de comment on le fait, si ce n'est pas en jouant, si c'est en montrant des images. Et ce texte, du coup, permettra de s'adresser à la communauté scientifique. Peut-être les chercheurs vont lire uniquement les témoignages textes. Oui. C'est ça, c'est ton idée. Oui, c'est ça. Tu compiles les textes et du coup, après, tu as un dossier scientifique et les chercheurs, tu peux dire voilà, on a fait un scientifique à propos des jeux vidéo et sciences sociales, voici ce que c'est. Exactement. Il va dire, mais moi j'ai vécu ce truc-là. Juste, il y a un saut qu'on a fait là. Il faut me faire un petit bouquin. Tiens, mais comment tu en reviens au jeu à ce moment-là? Il faut parler des jeux. Dans l'article, il faut parler des jeux. Non, je parle pas de l'article, je parle du moment où ils sont en train de parler de leur travail et de comment nous on le cuisine avec ce. Ça c'est autre chose, ça c'est encore autre chose. Mais non, mais l'article c'est pas Moi ça me plaît bien. Non, c'est le cœur, mais c'est encore autre chose. Moi ça me plaît bien, on peut faire un petit prévalent à l'article. On fait un petit bouquin, en plus des photos de l'émission, des screenshots, des extraits du jeu, ça peut être hyper bien comme bouquin à faire. Mais ça dépendra de qu'est-ce qu'on lui fait vivre à ce chercheur. C'était ça ma question. C'est ça, il va venir, est-ce qu'il va jouer à un jeu vidéo? Peut-être, sûrement, très probablement. Est-ce qu'il va faire une sorte d'énigme à résoudre? Peut-être, j'en sais rien. En fait, c'est l'idée des images qu'on montre, c'est les images du. Voilà. En gros, que l'interview, c'est comme ça qu'on en a parlé de ça d'ailleurs, des formes d'interview qui sont différentes. On n'a pas d'artisson, ça faudrait commencer à le ressentir. Je crois que c'est d'avant encore. Sur un type de manière de poser des questions qui dénotait de ce qui avait eu lieu jusqu'alors. Je crois que c'était déjà à l'époque des workshops. Il doit y avoir des études là-dessus sur les types d'entretien, les types de questions directes. Ouais, c'était quelque chose. Il faut trouver des journalistes en fait. Les théories des chercheurs en journalisme pour nous aider peut-être à formaliser, à lire en plus, on pourrait programmer ça. Mais en fait, on est un peu dans cette mécanique de. Tu vois, Mais ce qui est bien, les articles, ça évite le double flux en tout cas. Oui, ça évite le double flux, et en fait, c'est plutôt des différents temps. Il y a un premier temps, il y a une restitution. Et je pense que ça marcherait assez bien. Et ça demande toujours la question, en fait, c'est la même manière. En fait, en gros, tu dis j'ai fait un truc et tu vas commander un journaliste de dire faites-moi une review de mon machin. Bah, pas de problème, je vous paye l'hôtel, je vous paye le resto, venez chez nous. Tu brosses dans le poil le genre de mec, après on dit bah oui, je vous ai fait une super review, je vous ai fait un papier pour parler de votre bouquin, de votre film, de votre expérience. C'est assez traditionnel en fait. Tu invites un chercheur, tu dis bah viens faire notre expérience et en échange tu nous fais un papier ou genre toi un article dessus. Après oui, le cœur de la question, c'est que Tiberi, c'est quel est le format d'entretien? Non mais qu'est-ce qu'on leur fait vivre? Bah là pour le coup c'est le côté escape game, indépendamment même d'un jeu vidéo, ou alors des extraits, des parcours. Mais moi j'aime bien le côté, ce que tu disais un petit peu, que ça puisse être une image, que ça puisse être une vidéo, que ça puisse être un extrait, des réactions, en fait toute une myriade comme ça de rapports à cet objet-là de son travail. Et du coup, ça lui donne de la matière de dire ah oui, c'était marrant. Tu sais, comme arrêt sur image, il montre une vidéo, puis tu as quelqu'un qui dit qu'est-ce que vous en pensez. Voilà, il y a une image de guerre ou autre. Mais ça peut même être, tu vois, ce que je trouvais hyper fort dans toute la presse qu'on a faite au GIF, bizarrement, les slides les plus marquantes pour moi, c'est celles qui sont en parallèle avec Candy Crush d'un côté, le bouquin de Citon. Ça, c'est hyper clair. Et derrière, la manière dont Anthony en parlait, qui voilà, on va inviter Citon pour parler de la question de la. Tu parlais d'abord du jeu, de l'attention. Tu parlais d'abord du jeu et après tu mettais en parallèle avec le. Et la question du parallèle, c'est qu'on confronte le chercheur à deux éléments, deux images, deux choses, avec une thématique de genre une image, un screenshot dans GTA, un extrait vidéo de quelque chose d'autre, d'un film, j'en sais rien. Et puis voilà. Mais nous, on peut déjà faire des pré-montages, on pourrait déjà prendre des extraits de Citon et dire voilà, est-ce que cette situation, qu'est-ce que tu en penses si on la confronte à ça Ouais. On peut déjà faire des montages. Ouais, c'est pas mal. Ouais. Et d'où le multi-écran, la scénographie des écrans du défi de mode Ed l'année dernière,
dans les multi-écrans avec des confrontations, puis on le fait réagir à ses montages. Quoi. Et lui-même peut peut-être remonter d'autres choses. Je parlais hier si vous allez à Paris et que vous avez l'occasion d'aller voir Big Mother, pareil, mise en scène extraordinaire avec peut-être 4 écrans et chaque lieu habité par des... Tu es dans une rédaction journaliste par exemple, tu as tout le flux des caméras, tu as le plateau télé, tu as comme ça des sortes d'habillage de la scène de différents moments ou de différents lieux, par exemple ici du bureau des rédacteurs. Et en fait, ils arrivaient je sais pas comment dire, mais ils créaient une espèce de profondeur et de mise en perspective juste avec ces affichages-là qui étaient vraiment remarquables. Un peu type tout ce que tu as montré aussi derrière, de tous les displays d'écran. Alors on ne comprend pas trop ce qu'il y a dessus, mais du coup, il y a, en termes de... C'est même plus de la scénographie, c'est de l'éditorialisation aussi. Il y a un vrai truc à jouer. C'est pour ça ce qu'a fait Douglas. Les formats aussi. Douglas qui disait qu'avec son IA, il pouvait parcourir des bouquins et monter des jeux vidéo en même temps que des citations. Ouais, ça c'est dingue. Bah, ça pour nous c'est génial. Si on arrive à faire des trucs comme ça, c'est... Personne n'a fait ça. Après, en termes de mécanique un peu simple, on pourrait aussi imaginer, tu vois, la machine à soupe, le truc. Tu tires un machin, ça te fait bam, un extrait GTA, bam, telle thématique, telle citation, et après, vas-y, réponds-nous là-dessus. Et à chaque fois, ils jouent là-dessus, et c'est après nous, ta communauté qui Je l'ai vu dans une émission sur Twitch, ils font ça au début, je sais plus laquelle c'est. Ils ont un plateau, ils le tournent, et en fait, l'invité, il a une question qui tombe à partir de ça. C'était un peu cheapouille comment c'était fait, mais mêlé à autre chose, ouais. Parce que du coup, l'émission, on fait pas comme un jeu télé, mais c'est peut-être cheap aussi d'avoir plusieurs temps, un temps où tu as la roulette, un temps où tu as un jeu de théâtre, un temps où tu as... On est pas loin du jeu télé, ouais. Tu vois, comme les épreuves. Ouais. Est-ce que c'est cheap? C'est un peu cheap, ouais. Et puis est-ce qu'on veut un spécialiste de jeux vidéo aussi qui dialogue? Bah là, en fait, pour moi, c'est limite plus important. C'est est-ce que là, on parle qu'il y ait une seule personne sur scène avec des jeux et qui fait la validation l'IA. Mais là, ça revient sur ce que disait Fibrotique, c'est que si on a une personne, c'est-à-dire chaque émission, il y a une personne différente qui est invitée, mais c'est l'émission d'appartient, en fait, une personne qui arrive et il y a une voix qui incarne. Mais pourquoi pas, hein, je pense que ça peut... Mais du coup, on zappe le spécialiste de jeu. Personne n'apportera de recul sur le jeu. Mais c'est lui que ça peut être un chercheur. Mais il y avait quand même cette idée du pont entre les deux qui s'incarnait par leur présence et par la discussion et la rencontre qu'ils allaient faire. C'est dommage qu'il n'y ait pas spécialiste de jeu. Pendant la vidéo, donc tu dialogues. Non, mais dans ça l'incarne aussi. Limite, enfin, j'ai pas envie de remettre en question les sciences sociales, mais c'est de dire des personnes comme Douglas, Étienne Miner, Nicolas Nova, c'est des gens qui savent parler de jeux vidéo, qui ont une expertise, enfin je sais pas si c'est une expertise dans le jeu vidéo, mais ils ont quand même ils peuvent en parler très très bien et mieux que nous. Et dire, est-ce que eux ils sont pas chercheurs? Et on s'était posé la question, on s'est dit la question, mais on les met dans quelle catégorie? Alors oui, quand on prend, je sais pas, Eindhoven, genre truc, clairement, voilà, oui, on est dans sciences sociales pure et dure, mais tu prends des chercheurs comme ça, qu'on a l'aide, tu les mets dans quelle catégorie? Expert jeux vidéo ou expert sciences sociales? Ils sont parfaitement à la frontière. Est-ce qu'au final, c'est pas ce type de chercheurs-là qu'on veut inviter? Hybride, déjà hybride. Déjà hybride, en fait. Ils ont une expertise pour parler de ces deux sujets-là, et du coup, ils sont capables de faire la passerelle entre les deux, ils sont capables de confronter JT avec ça et de dire aussi aux gens qui nous regardent, les Twitchers, mais regardez, c'est pas non plus... Donc on a fait des chercheurs en game studies un peu? Peut-être, j'en sais rien, mais en tout cas, c'est de dire, regardez, les c'est dommage. Ouais, tu voulais vraiment... Mais je sais pas, tu prends Citon et Nicolas Tilly. Voilà, lui, il est vraiment dans le jeu, il connaît un peu les théories de ça. Non, mais ça marche. Ça marche. En fait, ce que tu dis, toi, c'est potentiellement... en fait, je repense à quand Fibrotique il a dit si vous avez des choses de juicy, gardez-les. Je sais plus si c'était... Des quoi? C'est quoi? Des sujets juicy. Ah oui. Genre bien juteux, un truc bien juteux, gardez-les pour plus tard. Moi, je pense que Nicolas Nova, Étienne Miner, Douglas, c'est nos guests de vraiment l'émission. Oui, ils fusionnent les deux. Où là, on franchit un step parce qu'avec eux, on a le display, on a le dispositif, ils comprennent, ils interagissent avec. Enfin, tu vois, je pense qu'on peut aller très loin avec eux, à mon avis. Et dans un premier temps, moi, je pense qu'ils sont importants en tant que un peu œil par-dessus notre épaule et tu vois, un peu comme pas des mentors, mais tu vois, Douglas qui nous a montré, si on arrive à l'investir dans un champ qui touche un grand public et que c'est ce qu'il avait expérimenté lui dans un côté un peu plus labo qui devient visible par énormément de personnes, il va être hyper saucé, quoi. Oui, mais je sais pas s'il l'investir tout de suite. Et puis on va être limité en termes de cible. Si on veut cibler des gens qui sont hybrides, il n'y en aura pas beaucoup. Non, bien sûr, mais il n'y a pas non plus une question d'exclusivité. Il ne faut pas non plus se dire on va pas les utiliser tout de suite parce qu'ils sont tellement bien qu'on va les utiliser que après l'émission. Tu prends Thinkerview qui est pour moi un bel exemple. Quand ils ont commencé l'émission,
ils avaient Olivier Berruyer, enfin tous les mecs là, c'était un peu les guest stars, et maintenant ils ont dit, bah en fait, dès le début on avait nos potes, ils sont venus juste 5-6 fois. Oui, on les réinvite. Mélenchon, il passe 3 fois, enfin, ils sont réinvités, ils sont passés, ils peuvent revenir. Et si on peut accrocher, pour moi, franchement, si on a que 5, théoriquement, hein, que 5 émissions à faire, mais le but c'est évidemment de le développer. Mais si on commence en disant on va commencer avec les chipouilles, entre guillemets, pour démarrer. Non, c'est pas les chipouilles, c'est moi la nuance que je fais, c'est plus le côté où eux, en étant hybrides, je sais pas comment eux-mêmes ils réussiront à se positionner. Je vois plus une sorte de clarté de propos. Quelqu'un qui est vraiment dans la recherche et qui joue pas du tout aux jeux vidéo, il va avoir un peu aussi cet œil candide, cette naïveté, peut-être cette maladroitesse sur certaines notions, il va pas employer les bons termes, il va poser des questions idiotes, enfin. Au contraire de quelqu'un dans les jeux vidéo qui va vraiment apprendre des trucs, qui va peut-être dire oh là ce concept en fait c'est incroyable, c'est celui avec quoi je joue depuis toujours et je l'ai jamais entendu avant. Alors que Douglas, eux s'ils sont déjà là-dedans, ils vont peut-être pas le formaliser, le verbaliser de la même manière. C'est là en termes d'intérêt, c'est quand même plus fort. Tu es un Twitcher, tu te dis ok je veux du contenu un peu nouveau, mais putain je vais regarder genre une conférence au Collège de France, laisse tomber quoi. Tu payes rien, ça dure 4 heures, clairement le format n'est pas là, ni le fond ni la forme. Non, c'est pas vrai. Le Collège de France c'est hyper abouti, je peux pas te laisser dire ça. Je pense que c'est. Non mais c'est hyper abouti. C'est remarquable en termes de production scientifique le Collège de France. Évidemment, c'est qu'on en parlait avec vous. La conférence de Yann Lequin à Collège de France c'est incroyable, mais c'est 4 heures, enfin 3h30, c'est hyper long. On est comme sur du PowerPoint. Et ça va au bout du truc quoi. En fait, c'est évidemment, mais le niveau est tellement élevé que c'est quand même pas hyper accessible. Bah c'est pas vrai hein. Moi je trouve qu'ils arrivent justement, le Collège de France, j'ai l'impression des conférences que j'ai vues, c'est qu'ils le font pour du grand public qui vient. La fois où j'avais été voir Wendy Mackay, chercheuse en ergonomie, laboratoire d'informatique pur et dur, des trucs bien techniques, bien rudes en termes de hardware, de software, etc. T'avais que des personnes retraitées dans la salle et franchement je pense qu'elles ont tout compris. Oui d'accord, mais pour moi enfin, indépendamment de l'exemple du Collège de France, tu voulais dire autre chose sur Twitch, la personne vulgaire dans le truc, c'est TEDx. TEDx, pour moi, exactement ça. On fait croire qu'il y a des gens qui sont brillants, qui racontent des trucs, et au final, ils font tellement avec une forme marketing dégueulasse qu'en fait, ça rend bien débile. Au Collège de France, on est quand même bien au-dessus de ce genre de format. Non, c'est l'élite, C'est exactement, c'est quand même voilà, on est quand même dans une élite quand on parle de Collège de France. TED, t'es plutôt dans se dire, typiquement, c'est ça, je suis Twitcher, je suis gamer, je suis un jeu et tout. Je veux m'intéresser à un sujet, mais il faut que ce soit un peu cool, mignon, sympa, avec plein d'allégories, des analogies à la con. Je regarde TED, je regarde pas Collège de France. C'est certain. TED, ça dure 8 minutes, c'est 8-10 minutes, c'est des petits formats, des cours. Eux, ils ont vraiment fait cette vraie passerelle entre connaissance et genre de truc. Si on fait une émission. TEDx, enfin TED. Oui, des connaissances, comme tu dis, très marketées, pitch quoi. Exactement. La forme, en tout cas, elle est faite exprès pour le truc où, du coup, ils ont tellement mis de forme dedans que des fois, en fait, t'as pratiquement plus de fond. Mais là, peut-être notre émission, à terme, on la fera au Collège de France. Ce serait ouf, hein. C'est pas impossible, non? Oui. Pour nous, si on veut vraiment avoir je pense que c'est la consécration ultime. C'est bien d'avoir un horizon, quand même, de dire jusqu'où on veut aller. Pour moi, le point final, c'est d'aller twitcher au Collège de France. De ouf. Là, on a tout. Ça, c'est comme Baxit à la Sorbonne. Mais c'est pas possible. Bah si. Hein. Pourquoi ce serait impossible? C'est possible. Baxit sont invités à Collège de France. Oui, mais justement, mais si on a assez d'audience. Baxit, il a été à la Sorbonne. Oui, mais si on dit, nous, on vous apporte. La Sorbonne. Non, mais t'imagines. La Sorbonne. Il faut voir la Sorbonne, enfin, lire la Sorbonne. Oui, d'accord, la Sorbonne, mais c'est pas Collège de France. Il faut voir l'intérêt de chacun. Pour Baxit, pour les journalistes. Il faut que les gens voient leur intérêt. Si on dit, nous, on vous apporte la jeune génération et on va amener le Collège de France auprès de la jeune génération, mais pour eux c'est énorme, ça va les intéresser. Ça c'est exactement ce qu'ils ont dit à Saint-Maurice. Évidemment, ça va les intéresser. Tellement besoin de ça. Oui, ouais, de ouf. Je pense qu'ils seraient partants en vrai. On a amené un dispositif qui fonctionne, qu'on a testé, on a déjà découvert. En vrai, je suis sûr qu'ils nous prennent. Le côté clé en main, il n'y a plus rien à faire. Non, ce que je disais c'était qu'on parlait de dispositif. Nova, Miner, Douglas. Ouais, l'hybridation. Soit on part sur un science sociale pure et dure qui peut être plus dur à comprendre, c'est là où je parle de Collège de France par rapport à DX, ou justement de commencer par des chercheurs qui sont dans le jeu vidéo, qui fait qu'ils connaissent les codes et en tant qu'auditeur, tu dis ok, déjà, ils parlent un peu mon langage, ils comprennent les codes, ils savent jouer, ce qui fait que déjà en termes de setup, ils vont pouvoir beaucoup plus manipuler les jeux, ça va être beaucoup plus chill et progressivement monter. D'ailleurs, si le but ultime c'est Collège de France, c'est déjà de commencer par des gens, des gamers, puis des chercheurs dans le gaming, puis des chercheurs pur et durs, puis après Collège de France à la fin. Le binôme que tu as, c'est un binôme que tu as en tête quand tu dis ça? Non, ça peut être tout seul. Moi je pense que c'est ça, c'est plus un binôme.
Ça, peu importe. Parce que c'est, non, Enfin, peu moi, importe, c'est une vraie pas question. peu importe, mais... C'est une vraie question parce que c'est ce qu'on dit depuis le début, le côté un peu, pas confrontation, mais choc des cultures. On le dit depuis le début, tu vois, qui est Oui. ce côté, sans tomber dans du binaire, mais où justement la médiation a vraiment une pertinence parce que c'est deux mondes différents et la médiation crée la passerelle. Si tu prends Douglas par exemple, c'est lui-même déjà la passerelle. Alors, comment tu relèves à la fois les deux côtés avec une seule et même personne? Moi, c'est plus ça, en termes de lisibilité et de clarté de. C'est vrai qu'on perd cette l'approche des perspective, mais il y a cette idée de se dire, à l'avant, c'était vraiment cette passerelle entre ce mélange de deux cultures, ces deux flux qui allaient là, alors que là, c'est plutôt un flux qu'on transforme. En gros, on part d'une connaissance qu'on va transformer un peu en mode la chaîne de production, pour qu'à la fin, la chaîne de production, elle revienne avec... Parce qu'il me dérange qu'on va manquer toutes les connaissances sur le jeu, nous on les a pas. Si on n'a pas le fait du jeu, moi quand on dit Crush, je connais pas le background, Red Dead, comment c'était produit, par qui, le contexte du jeu, c'est hyper important. Qui va faire ça? Mais dans ce cas-là, est-ce qu'on se dit, si on est dans cette idée de transformation de flux, quelque chose qui va morpher, on prend un chercheur pur et dur avec un chercheur hybride. On associe, je sais pas, un chercheur pur et dur, tu vas avoir en tête un anthropologue Jean Lassagne. bourrin, avec à côté quelqu'un qui fait l'hybridation, Nicolas Leval, qui peut parler. Et tu mets ces deux-là, il y en a un qui dit, moi je suis le 100%, Nicolas il est 50%, et après il y a... Non mais les spécialistes du jeu ils sont forcément hybrides parce que c'est des gens qui seront un peu dans la recherche quand même. Ouais. Les spécialistes du jeu, pour moi c'est des gens qui sont dans la fac. Mais tu vois, ça. Yannick Rochard, Laurent. Et Brice Roy. Ouais. Il pourrait faire ça aussi. Et pour moi c'est des gens qui sont déjà dans la position académique ou pas loin, tu vois. Donc ils sont déjà, tous les gens, pour moi, quand je fais du jeu, c'est forcément des gens hybrides. Zouer, il peut être un meneur aussi. Des gens qui ont un intérêt pour la recherche ou qui en font, quoi. Donc c'est déjà des gens qui seront favorables à ça. La science spécifique du jeu, c'est dire quoi? Ça ne va pas inviter des champions de e-sport. Ça n'a aucun sens pour nous. On veut des gens qui connaissent la culture des jeux. Donc c'est forcément déjà lié à la recherche. Mais d'ailleurs, on n'invite pas la team Vitality, quoi. Bah, on m'a posé la question, est-ce qu'en fait, enfin moi, c'est ce que je suis pas d'accord, mais on m'a suggéré de dire, en fait, le spécialiste du jeu, c'est celui qui est champion du monde ou qui fait... Non, pour moi, non, pas du tout. Ouais, non, pas du tout. Non, spécialiste, pour moi, c'est des gens qui connaissent l'histoire, la culture du jeu. Donc ça peut être des journalistes ou des chercheurs en game studies. Mais ça peut être le genre du grenier. Oui, par exemple. Oui, pourquoi pas. Des gens qui donnent du recul. Qui apportent de la profondeur. Qui savent mettre en relief. C'est important quand même qu'il y ait ces gens qui nous racontent d'où vient ce jeu, pourquoi il est important l'histoire du jeu, etc. Sinon, nous, on n'est pas capable de faire ça. En fait, c'est là où j'en reviens avec cette idée de la légitimité et le côté d'expertise. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on va quand même parler à une audience, à des jeunes, des vieux, peu importe, qui pour eux, l'expert du jeu vidéo, l'expert de Twitch, l'expert de ça, c'est celui qui fait le plus de vues. En gros, Ninja, genre de truc. Alors qu'en fait, l'expert de Twitch et de truc, c'est par exemple Philippe Tigre qu'on a invité. Que pas personne ne connaît, hein. Il est extrêmement connu, il y a une ouf, mais que peut-être les jeunes générations. C'est pas Squeezie, évidemment. Oui, mais ça, c'est pas clair. C'est pas clair. Quelqu'un, tu dis aujourd'hui, c'est qui je sais pas, je suis un journaliste, j'ai besoin de parler avec un expert de Twitch. Moi, je dis, bah, je sais pas, je vais appeler Squeezie. Ou je vais appeler Truc, parce qu'il fait un. Je pense que ça dépend du journaliste que t'es. Ça dépend si tu fais une pige un peu rapide et que tu écris ton texte au chausse-pied, ou si jamais tu es un peu sérieux sur le sujet et que tu veux aller dans un axe et dans une direction bien précise et que là tu creuses un peu. Et je pense que le space du jeu il a aussi un intérêt pour les gamers. C'est-à-dire que le jeu Red Dead auquel ils jouent tous les jours, ils se rendent pas compte qu'il y a toute une histoire, un background et tout, et de l'expliquer à des joueurs, ça c'est précieux aussi. De dire, même pour les joueurs, on va leur faire voir le jeu d'une autre façon. Mais la définition de l'expertise, c'est-à-dire que c'est cette personne un peu dans l'ombre invisible, c'est. Il y a aussi ce travail-là de faire comprendre. En fait, un expert, c'est pas quelqu'un qui fait. C'est pas parce que tu es. Enfin, je vais caricaturer, je veux dire, les Kardashians, ils font 1 milliard de vues de photos, c'est pas pour ça qu'elles comprennent forcément les codes ce qu'elles utilisent. Alors après, on pourrait dire, si. On dit la même chose. Oui, les journalistes, c'est pas les champions des jeux. De toute façon, un entraîneur, c'est pas quelqu'un qui est sur le terrain. Bien sûr. Un entraîneur de foot, pas tous, mais certains vont parler du jeu, des tactiques et tout, et pourtant ils marquent pas les buts, c'est pas la question en fait. Non, mais on est d'accord, mais du coup, comment tu fais comprendre ça à des gens qui sont pas d'accord avec ça? Bon, on va le tester, puis on verra. Mais surtout, ils sont pas d'accord par rapport à quoi? Parce qu'au final, si jamais, quand ils ont le contenu, ils accèdent à peut-être aussi une facette du jeu qu'ils connaissaient pas eux-mêmes, je pense qu'ils trouvent quand même un intérêt. Quoi. De dire que tu joues à ce jeu tous les jours, et là quelqu'un va t'expliquer d'où vient le jeu, c'est quoi les enjeux, c'est génial. Et en fait, tu te rends compte que tu es inscrit dans une histoire qui est hyper longue, que tu as des connexions avec plein de domaines, plein de choses. Fortnite, ça se connecte à tel film, à tel machin. Et surtout, parce que moi, avec qui on a parlé de ça récemment, là, le fait de recruter avec des compétences du jeu. C'était avec le chéri de Caroline Maxime qui, lui, dans ses recrutements, se pose la question de comment est-ce qu'il peut
parce qu'il a des choses hyper manuelles à faire. Et pour lui, le jeu vidéo, en termes de dextérité, c'est une vraie compétence. Et donc il se pose la question de comment dans des CV, il réalise que dans les CV, personne ne met en valeur ces capacités-là. Tu vois. Le jeu vidéo, ça reste encore un truc hyper, je dirais pas non assumé, mais d'un point de vue du marché du travail et des standards un peu classiques, si jamais tu passes des heures sur le jeu, tu vas plutôt t'en cacher que dire en fait je suis trop fort manuellement. Bien sûr. Et lui, il recherche quelqu'un qui fait une chanson de Fortnite, tout ça sur un CV, c'est limite ça te péjore ton CV, ce qui est triste à dire. Mais c'est, oui, alors que ça devrait être un avantage. Exactement. Et du coup, ça, je pense que ça peut aussi permettre de montrer que ces personnes-là, elles-mêmes, dans parfois la caricature de l'adolescent qui joue dans sa chambre et maintenant en réseau et donc dans une chambre très très élargie, mais il y a aussi des passerelles avec, entre guillemets, le monde un peu plus ancien, un peu plus déjà là depuis longtemps, mais qui... Moi, j'ai beaucoup aimé comment ils en ont parlé beaucoup de jeux vidéo hier. On a le alors que le sport, tu mets tes champions de rugby dans ton CV. La nuit numérique, attends, laisse-moi finir, c'est un point qui était, je trouve, pour nous hyper... j'ai halluciné de la synchronicité avec leur présentation à la nuit numérique. Ils ont parlé de jeux vidéo, ils ont parlé d'interaction. En fait, ils ont dit nos termes à 4 ou 5 reprises, différents intervenants, en spécifiant que c'était vraiment là que ça se passait. Et en fait, j'avais l'impression que le pitch qu'on aurait pu lui faire, il était exactement raccord avec la demande qu'ils avaient identifiée, qui était d'aller sur Twitch, d'aller sur TikTok. Et presque, ils ne parlaient même pas de comment on le fait. Ils disaient des mots, voilà, ils disaient Twitch, TikTok, jeux vidéo. Voilà. Et derrière, en gros, c'est un peu côté débrouillez-vous, quoi. Voilà. C'est les jeunes, en gros. C'est la jeune génération qui ne vient plus dans aucun événement ou dans... Enfin, c'est caricatural, mais... comme on l'a vu à Saint-Maurice. Et nous, on l'a vraiment vécu à Saint-Maurice. Il y avait des gens hyper cultivés, mais la moyenne d'âge, elle était à 60 ans. Et encore, je suis gentil, peut-être même plus 70. Ils font d'autres événements, et donc ce qu'ils disaient, c'est qu'eux, au niveau de l'association, ils se voient dans d'autres contextes. Mais ils en souffrent aussi, qu'ils deviennent négativement, qu'il n'y ait pas ces jeunes qui viennent à leurs événements. Pour ces journées-là, en tout cas, de réflexion et de discussion sur des thèmes qui leur sembleraient des thèmes... Et nous, si à terme, on leur amène un dispositif de médiation qui permette d'intéresser les jeunes, peut-être pas sur l'événement, mais en dehors, en ligne, ça peut les intéresser beaucoup, à mon avis. Je pense qu'il y a un vrai enjeu sociétal. Moi, j'ai bien aimé quand ils ont parlé de ça aussi hier. La coupure des générations, mais et puis surtout, on parle de quoi? On parle de la RTS, la quotidienne, c'est du service public, c'est des questions de citoyenneté, en fait. On a quand même parlé au directeur de la RTS avant de partir avec Tiberi. Oui, mais j'étais là. Non, mais moi, j'ai aimé comment fibrer numérique dans autre. Oui, c'est le rebut humaniste. Moi, je pense plus à Fibre Boutique quand il a donné l'exemple du fait qu'aujourd'hui, tu apprends tout en ligne, mais tu apprends comment arnaquer avec du dropshipping. Alors qu'en fait, ce qu'il faut apprendre, c'est comment est-ce que tu rentres en conversation avec des gens qui ne sont pas comme toi, comment tu comprends la complexité, comment tu comprends l'autre, etc., etc. Tout ce qui aujourd'hui est désaffecté absolument. Au niveau européen, ils se posent la question de ce qu'ils appellent la polarisation. Et moi, je pense que c'est ces enjeux-là que ça adresse. C'est des vrais enjeux générationnels et de clivage aussi entre des passations et des transmissions des anciens vers les plus jeunes. Ouais. Et le côté des enfants, moi je le garde en tête parce que c'est pas si ça marche très bien dans les... Par exemple, quand tu prends les personnes du 3e âge et les enfants, tu sais, tu as des lieux où tu as à la fois maison de retraite et crèche. Et en fait, ces expériences-là, elles sont super, à chaque fois, super riches pour les deux. C'est-à-dire qu'il y a vraiment des connexions qui se font, qui sont belles à voir, quoi. Et donc là, nous, on est un peu moins loin dans les curseurs, même si Saint-Maurice, on commençait à tirer pas mal aussi vers ces anciens, quoi, vraiment des anciens. Tu sens qu'ils ont des choses à transmettre et qu'ils recherchent vraiment cette passation. Moi, je trouvais ça génial, moi. Moi, je me rappelle, un des premiers enregistrements que j'avais fait, j'avais été tirer la galette d'or avec des personnes qui étaient vraiment des personnes âgées, et elles avaient des choses fabuleuses à raconter, et c'était hyper contente de voir un jeune, enfin, tu vois. Ouais. Mais vraiment, c'est fou, hein, ça déclenche des trucs. D'ailleurs, il y a quelques mamies qui jouent sur Twitch et ça fait des audiences de malades. Hein. Il n'y en a pas beaucoup, hein, mais. Ouais, chaque fois ça marche, mais tous ces trucs un peu là, ça marche. Ouais, mais c'est pas, ça veut dire quand même dire que ça. Ouais, moi j'aime bien aussi, on parlait d'horizon, j'aime bien garder ça en tête et qu'on s'aligne là-dessus. Ouais. Bon, on est pas mal. On résume du coup, on essaie de faire une synthèse pour nous-mêmes. Donc on dit finalement, on se concentre sur sciences sociales vers jeune génération gamer. Pour faire dans l'autre sens, on passe par un autre média que la vidéo qui est l'article scientifique, ou l'article en tout cas. Bah, une fois que tout est prémâché, ça revient. Voilà, on commande un texte chercheur pour avoir de l'asynchrone pour faire le chemin inverse. Pas de journaliste, mais l'idée d'avoir une voix qui incarne la médiation, peut-être une voix IA, avec des multi-écrans, des systèmes de montage où on confronte l'invité à des citations, des jeux, des extraits de jeux, donc plutôt en mode réaction. Et la place du spécialiste du jeu, c'est encore en question quand même, on n'a pas tranché. Mais moi je pense qu'il faut qu'il y ait quelqu'un, il faut qu'il y ait deux personnes à mon avis.
Non, qu'il y ait 2 personnes, il faut qu'il y ait une dynamique. Mais une personne toute seule, tu t'emmerdes rapidement. Et puis elle sera qu'avec l'IA en plus. Hein. Si une personne toute seule, elle est qu'avec l'IA, c'est. Non, il faut qu'il y ait 2 personnes. Pour moi, il faut qu'il y ait 2 personnes, ça peut être 2 chercheurs qui peuvent se parler de la mathématique. De toute façon, ils vont se confronter leurs idées. Ils peuvent. En vrai, il n'y a rien de qui prend. Ce qu'on disait là, quand ils prenaient un curé avec une actrice porno, je sais pas comment cette émission-là, mais c'est un peu cette idée-là. Tu prends vraiment 2 chercheurs qui peuvent avoir des idées un peu différentes sur le même sujet, et tu le confonds sur la thématique, ce sera hyper riche. Ce sera des débats plus riches. Exactement. Donc, c'est bien. Par contre, dernier point peut-être, ou après, mais sur ce qu'on se donne à faire, en fait, ou alors est-ce que c'est à la prochaine réunion qu'on met un ordre du jour plus spécifiquement sur concrètement quelles sont les tâches, comment on avance dans quel ordre. Parce que bon, après les 13h, ça me va qu'on arrête là, mais ça c'est quand même le point qui reste en suspens, quoi. C'est dans 2 semaines la prochaine réunion. Ouais.